Voilà, amis auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour, merci pour votre fidélité sur la meilleure des fréquences. Vous êtes sur la radio La Voix de la Nawa. Pour bien sûr votre plaisir, nous vous retrouvons pour un entretien très important avec bien sûr l'ONG CARE International. Nous avons donc des membres de cette ONG avec nous. Voilà, nous allons donc échanger sur un thème très important, sur une action qui est déjà menée sur le terrain. Il s'agit de la campagne contre les violences faites au genre, débutée depuis le 25 novembre pour finir le 10 décembre prochain. Et nous allons donc parler de cette campagne, de ces violences faites au genre. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau Madame Zamblé Né Gadou Léopoldine, chef de projet à CARE International. Également Madame Amani Né Wembou Angeline, présidente de l'ONG AGED, agit pour l'égalité, l'équité et le développement durable. Elle est docteure en pharmacie titulaire à la pharmacie de l'Immaculée Marché de Soubré. Également, nous recevons Madame Troné Ouattara Malamita, superviseur des activités terrain, des activistes terrain, Jean Projet Women for Change. C'est là, tout cela pour CARE International. Vous en saurez plus sur ce qui se passe et ce qui est fait par cette ONG lorsque nous allons donc nous entretenir avec ces vaillantes dames. Alors, la radio La Voix de la Nawa pour vous servir. Je suis Barthélémy de Badioli pour bien sûr cet entretien. Bonjour madame, bonjour mesdames, je voudrais dire bonjour à toutes, bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, allez-y, vous pouvez tenir le micro. Okay. Bonjour monsieur. Oui. Bonjour. Oui, c'est madame Zamblé. Voilà, et également... Bonjour monsieur. Bonjour docteur, comment ça va? Très bien, merci. D'accord. Alors, notre superviseur, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça On va est bien réveillés? Bien réveillé. Merci pour la fidélité à la radio La Voix de la Nawa et puis cette campagne très importante qui, en tout cas, permet la lutte contre les violences faites au genre. Et cette campagne a débuté depuis le 25 novembre dernier pour finir le 10 décembre 2018. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Okay. Voilà. Et il s'agit en fait de 16 jours d'activisme. Rapprochez votre micro. 16 jours. Il s'agit en fait de 16 jours d'activisme. Mm-hmm. Et ces 16 jours commencent effectivement le 25, oui, qui marque aussi une journée internationale très importante. Mm-hmm. Et cette journée est solennellement organisée et initiée depuis 1999. Suite à l'Assemblée générale des Nations unies qui proclame la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette date a été choisie particulièrement en mémoire aux sœurs de Mirabal de la République dominicaine qui ont été brutalement assassinées en 1960. Donc en réalité, le 25 novembre, début des 16 jours d'activisme, leur rend hommage et invite le monde entier à dénoncer toutes sortes de violences faites à l'égard des femmes, des filles un peu dans le monde. L'ONG CARE International ne peut pas rester aussi en marge de ce mouvement, de ces 16 jours. C'est pour cela qu'ensemble, en partenariat avec AGID, nous avons organisé de faire une émission radio pour permettre aux communautés, aux populations avec lesquelles nous travaillons de savoir, de connaître un peu nos activités, de connaître aussi l'importance de ces journées-là, afin que tout le monde puisse participer, puisse prendre vraiment action et lutter contre les violences basées sur le genre. D'accord. Il faut rappeler que l'ONG CARE International, l'association humanitaire fondée en 1945, comme vous l'avez dit, aux États-Unis, est installée dans plus de 80 pays et compte 16 000 membres. Une association à but non lucratif et organisation non gouvernementale a pour donc objectif de construire un monde d'espoir, de tolérance et de justice sociale où la pauvreté serait vaincue et où les populations vivraient dans la dignité et la sécurité. C'est très important. Alors, depuis le 25 novembre, des actions sont déjà menées sur le terrain. Qu'est-ce qui est fait actuellement sur le terrain pour lutter contre les violences faites aux gens? Madame Tro, oui. Allez-y.
Ok, les activités menées présentement sur le terrain sont multiples. Mhm. Et nous intervenons dans plusieurs localités, en particulier les localités de Gueyo, Sobré et Meyagui, Mhm. pour favoriser l'autonomisation de la femme. Et quand on dit autonomisation de la femme, c'est à plusieurs niveaux. Sur le plan, d'abord, au niveau de la répartition des tâches dominicales, Oui. des tâches domestiques, Mhm. au niveau du pouvoir financier et du pouvoir intellectuel aussi. Donc, à plusieurs niveaux, les femmes sont mises à rude épreuve. Et l'ONG CARE œuvre dans le sens de pouvoir optimiser et développer le leadership des femmes. Mhm. Voilà. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons nous étaler en fait à faire ces activités-là pour pouvoir essayer de veiller les consciences. C'est vrai qu'on sait que les violences existent, mais on n'en prend pas conscience. Donc, cette émission va contribuer vraiment à éveiller les consciences, à amener chacun de nous à pouvoir comprendre ce que c'est que la violence basée sur le genre, quelles sont les limites, quelles sont les conséquences et d'où cela provient-elle pour que nous puissions tous ensemble mettre fin à ces violences basées sur le genre. D'accord, on va donc être pragmatique. Hein. Qu'est-ce qu'une violence faite à la femme? Ok. Je vais partir du thème général que le genre. Mhm. Le genre parfois qui prête à confusion. En réalité, le genre traite des relations qui existent entre l'homme et la femme. Mhm. Et quand on parle des relations qui existent entre l'homme et la femme, on fait plutôt allusion aux activités. Les activités que l'homme peut faire et que la femme peut faire. Parce que dans la société a déjà stigmatisé, la société a déjà divisé en fonction des sexes. Oui. Voilà. Et toujours pour parler du sexe, le sexe fait allusion à la différence biologique qu'il y a entre l'homme et la femme. Et quand on parle du genre, on a tendance à stigmatiser les différents rôles, qui sont figés et qui ne changent pas. Aujourd'hui, on parle de violences basées sur le genre parce que ces violences-là portent une atteinte particulière en fonction du sexe de la victime le plus souvent. Oui. Voilà. Donc, tout dépend de la situation. Nous avons aussi une situation de pouvoir. Quand on parle de violence, c'est des rapports de pouvoir. Donc, la violence, c'est tout acte ou tout comportement par lequel une personne exerce sur une autre une force physique ou une pression morale en vue généralement de l'amener à faire ce qu'elle ne veut pas. Elle concerne aussi tout ce qui provoque des douleurs violentes ou des souffrances physiques, mentales ou sexuelles. Voilà. Pour aller encore plus en profondeur, pour qu'on puisse vraiment comprendre cette notion et que ça reste figé dans la tête, les violences basées sur le genre, c'est différents thèmes qui regroupent des inflictions contre le gré d'une personne sans son consentement. Le volet au consentement est très important qu'il faut souligner. Voilà. Elle est fondée aussi sur les différences sociales. C'est pour ça qu'on parle de genre. Entre l'homme et la femme. Les actes de violence basés sur les genres violent aussi un certain nombre de droits de l'homme fondamentaux, protégés par des textes et des conventions internationales. Voilà. D'accord, donc voilà un peu quelques violences, mais est-ce qu'on peut citer pêle-mêle les violences même auxquelles on doit s'attendre si cet acte est posé et puis on va reconnaître que c'est une violence faite aux femmes? Madame Zamblé. Merci bien. Je pense que déjà il y a un plan opérationnel standard qui a été élaboré en Côte d'Ivoire. Et à la suite de ce plan, 6 principaux types de violences basées sur le genre ont été identifiés. Et l'un des types, nous avons le viol, qui est toute pénétration vaginale, anale ou buccale, sans consentement, comme elle a si bien dit, même de manière superficielle, à l'aide d'un pénis ou d'une autre partie du corps. Et cette activité-là s'applique également à l'insertion d'un objet dans le vagin ou l'anus et elle englobe sans s'y limiter le viol collectif, les viols conjugaux, les sodomies et les rapports bucco-génitaux forcés. Voilà. D'accord, donc voici... oui, allez-y. Nous avons également comme deuxième type les agressions sexuelles, qui sont toute forme de contact sexuel sans consentement, qui n'aboutit pas ou ne repose pas sur un acte de pénétration. Ce qui fait la différence entre le viol et l'agression sexuelle. Il n'y a pas de pénétration. Et cette catégorie englobe les tentatives de viol. D'accord. Ainsi que les baisers, les caresses et les attouchements non désirés
aux parties génitales ou aux fesses, ainsi que les mutilations génitales féminines. Je veux parler ici de l'excision que nous pratiquons très souvent selon nos coutumes. Nous avons comme troisième type également les agressions physiques qui sont très courantes. Ce sont les violences physiques qui ne sont pas de nature sexuelle. Nous pouvons citer comme exemple le fait de battre une femme ou bien une jeune fille, les gifles, les étouffements, le fait d'étrangler ou de bousculer, brutaliser, tirer ou faire usage d'armes, tout acte provoquant une douleur ou une blessure sur le corps. Quatrième type, nous avons les mariages forcés. Ce sont des mariages d'une personne contre sa volonté. Et le mariage forcé est aussi... nous avons également les mariages précoces, qui sont également des mariages forcés. Parce que quand on dit précoce, la personne n'a pas l'âge de se marier et on l'oblige à contracter un mariage. Donc le consentement que la personne donne à un enfant de moins de 18 ans, le consentement n'est pas éclairé. Donc du coup, c'est comme si c'est une forme de mariage forcé. Nous avons également les dénis de ressources, d'opportunités et de services. Et il faut dire que cela est aussi très courant dans nos communautés, tant en ville, dans les communautés rurales, comme... D'accord, quand vous dites déni de service, il faut expliquer pour l'Ivoirien lambda. C'est le fait de refuser l'accès légitime aux ressources, biens économiques ou d'opportunités de subsistance. Je donne un exemple. Le refus d'accéder aux ressources légitimes. D'accord. En Côte d'Ivoire ou en Afrique, quand tu es une femme, lorsque tu vas te marier et que ton mari décède, on dit tu viens d'ailleurs. Tu es enfant de quelqu'un d'autre. Et si tu hérites des biens de ton mari, demain, tu seras appelé à retourner en famille. Donc, tu n'as pas droit à l'héritage chez ton mari. Mais en tant que femme, quand tu perds ton papa, c'est un parent, tu vas à ses funérailles, mais au partage des biens, la femme également exclue. Tout simplement parce qu'elle est mariée selon les parents et donc elle est censée aller ailleurs où elle est déjà d'une autre famille, donc elle n'a pas droit à l'héritage. Et là, la question se pose, elle se trouve où? Justement, c'est ça, comme on pourrait le dire dans nos jargons, elle devient maintenant comme Wami. Oui. Son devant est grillé, son derrière est grillé. C'est ça. Elle n'a pas d'héritage dans sa famille biologique d'origine. Elle n'a pas aussi droit à l'héritage dans sa famille maritale. Voilà. Je peux donner également l'exemple des jeunes filles, des petites filles à qui on refuse l'accès à l'éducation. Tout simplement parce que la fille est appelée à se marier demain. Et donc, même si tu investis, ça sera en vain. C'est son mari ou sa nouvelle famille maritale qui va bénéficier de toutes ces ressources. Donc, du coup, on refuse à la jeune fille ou à la petite fille d'accéder à l'éducation et c'est le petit garçon qu'on met à l'école. Ça, c'est aussi un refus d'opportunité à la petite fille. Il peut s'agir également de, comment on appelle, des enfants qui vont à l'école. On accepte quand même qu'elle aille à l'école, mais chemin faisant, à un moment donné, on arrête ses études sous prétexte qu'il y a un prétendant et donc elle doit aller se marier, elle doit arrêter ses études, même si elle est brillante à l'école. Voilà, ça aussi, c'est basé sur le genre, sur nos relations, sur nos coutumes, sur nos habitudes, nos traditions. On refuse l'accès à l'opportunité à la jeune fille. Je vais plus loin, même les femmes mariées. La loi, la femme a le droit d'exercer un commerce et d'ouvrir un compte pour épargner. Ça, c'est vraiment très récent. Je crois en 1984 que la femme qu'on a donné l'autorisation. Sinon, avant d'exercer une activité, tu demandes l'autorisation à ton mari. Et s'il refuse, tu ne fais pas. Ça, c'est aussi un refus d'accès aux ressources économiques et aussi aux opportunités. Parce qu'elle peut, à partir de son commerce, à partir de son activité, avoir des ressources pour pouvoir elle-même s'épanouir et se prendre en charge. Mais cela, à cause de la tradition, et souvent, le mari peut se sentir peut-être frustré en disant que la femme, elle veut épargner seule pour vivre de son argent.
Est-ce que c'est pas ce souci qui fait qu'il y a des violences aussi, parce que ça peut créer des conflits et puis permettre des discussions entre monsieur et madame pour le compte qui est ouvert, et ça va servir à quoi? Oui, tout à fait. Oui. Merci bien pour la question, mais je pense que souvent on a une réflexion un peu égoïste. Mais en réalité, les biens de la femme rentrent plus dans le patrimoine familial que ça ne sort. Mais quand l'homme gagne, les ressources de l'homme sortent plus que ça ne rentre, même s'il fait face aux dépenses fixes de la maison. La femme, même quand elle fait une petite activité, ne serait-ce que pour avoir juste des petites entrées, mais ces entrées-là, à 80%, sont dédiées aux besoins de la famille. Les petits besoins des enfants, les petites dépenses de la maison, telles que le cul-magie, le sel, le petit savon, les chaussures des enfants, les dessous des enfants et autres, sont des petits besoins auxquels les hommes ne font pas attention, ou alors ne s'adonnent pas, mais qui constituent une charge de la femme, une charge qui ne dit pas son nom et qui n'est pas vue. Ce n'est pas valorisé, ce n'est pas aussi évalué. C'est ça. Et donc, quand une femme a son argent, qu'elle épargne, retenons que ces épargnes-là vont plus servir à la famille. La preuve en est que les femmes vont rarement au maquis, Oui. les femmes ont rarement de petits amis, Ouais. les femmes ont... Bon, et bref, je m'arrête là. D'accord. Bon, et je continue toujours avec les différents types de violences basées sur le genre, pour dire également que au 6e plan, nous avons les violences physiques et émotionnelles. Ça, c'est cette forme de violence-là qui passe inaperçue. Le viol, on constate les blessures, les pénétrations et autres. Les agressions sexuelles, ça peut toujours se prouver. Et le mariage précoce ou forcé peut se prouver, les délits de ressources également. Mais les violences psychologiques et émotionnelles, les douleurs sont internes et profondes. Et ça passe très souvent inaperçu. C'est le fait de faire subir à quelqu'un des douleurs ou des blessures mentales ou émotionnelles, menaces de violences physiques ou sexuelles, intimidation, humiliation. Souvent on entend, même quand on insulte les enfants, tu es nul comme ta mère. Comme c'est une femme, elle ne vaut rien. Les femmes même là, les femmes n'ont pas vraiment de valeur dans nos traditions. Comme le disait chez nous, quand on veut parler d'une femme, on ajoute simple pour dire qu'elle n'est rien. C'est ça. C'est une simple femme. Je peux parler également des isolements forcés. Souvent pour préparer les mariages forcés ou précoces, on isole la femme. On fait une reclusion à la jeune fille pour ne pas qu'elle ait contact avec ses amis, des personnes qui vont la dissuader à faire ce mariage. Ça aussi, c'est une violence émotionnelle. Nous avons aussi le harcèlement verbal. Et le harcèlement, ça se fait tant sur les petites filles que même sur les jeunes filles et les dames. Et nous pouvons rencontrer très souvent dans le milieu du travail. Des femmes, pour accéder à un poste, on leur demande de coucher avec l'employeur avant d'avoir du boulot. Même pour avoir une promotion, on lui propose également des faveurs sexuelles. Pour conserver son boulot également, elle est souvent exposée à des faveurs sexuelles. Et cela est très dangereux parce que ça crée une conséquence psychologique sur la femme et ça impacte sur le rendement de cette dernière. Très souvent, il y a des femmes qui démissionnent, vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'elle a démissionné, mais en réalité, c'est parce qu'elle subit un harcèlement au niveau de son travail. Ça peut être son employeur, ça peut être son collègue, peut-être qu'il y a son supérieur hiérarchique direct qui influence son comportement sur le travail. Et aujourd'hui, je veux rappeler qu'au niveau de CARE International, à la faveur de cette journée-là, CARE est en train de faire une campagne en interne dans tous les bureaux sur le harcèlement au milieu du travail, en milieu professionnel. Donc voici un peu quelques types de violences que je peux donner. D'accord, merci beaucoup Madame Zamblé. Je rappelle, amis auditeurs, que vous suivez cet entretien que nous avons avec l'ONG CARE International et nous parlons de la campagne contre les violences faites au genre. Cette campagne qui a débuté depuis le 25 novembre et va prendre fin le 10 décembre. Alors, on va parler de des causes. Voilà, les causes. Qu'est-ce qui
permet ces violences contre la femme. Voilà, on en parle avec Madame. Voilà, docteur, c'est avec vous, Madame Amani Newembu, avec nous, Madame. Alors, quelles sont les causes de ces violences faites aux femmes? Je voudrais, avant tout propos, dire merci à CARE International qui m'associe à cette table ronde. Je voudrais profiter pour dire que je suis présidente d'une jeune ONG qui est en train de naître, de faire ses premiers pas. Nous avons 2 ans d'existence seulement. Et à la faveur de ces 16 jours d'activisme, nous allons profiter pour faire le lancement officiel de l'ONG AGED, Agir pour l'égalité, l'équité et le développement durable. Et pour ces 2 jours, nous avons 2 jours de lancement. Oui. Le premier jour, c'est le 30 novembre, avec l'aspect santé, le dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète, toute la journée. Elle est gratuite et les premiers soins seront donnés à toutes les personnes qui se feront dépister positives. Et ensuite, nous avons le deuxième jour, le jour même de la grande fête, qui commencera à partir de 8h le 1er décembre par la marche orange, c'est-à-dire une marche contre les violences sur les jeunes filles, sur les femmes, sur les gens en général. Et après, il y aura la série des allocutions. Et enfin, on va terminer par le côté autonomisation des femmes. D'accord. Donc voilà en gros les 2 jours d'activité que nous aurons pour l'ONG AGED. Alors, 2 ans d'existence, vous allez continuer. 2 ans d'existence, vous avez eu des échos de violences faites aux femmes, des constats faits, des constats alarmants? Oui, voilà, généralement, c'est un phénomène qui est vraiment crucial. C'est un phénomène pernicieux, c'est un phénomène qui existe. Et souvent, on passe sans s'en rendre compte. Oui. C'est-à-dire que ça a l'air d'être banalisé, mais les survivantes en souffrent énormément. Donc, nous, à l'ONG, on a été abordés par des femmes qui ont subi ce genre de violence. C'est même pour cette raison que nous avons décidé de lancer nos activités, notre ONG, pendant ces 16 jours d'activisme, parce que pour nous, c'est un problème vraiment important de la société. Est-ce que ces femmes aussi, c'est vrai, d'autres femmes ont le courage de venir déclarer cela? Est-ce qu'il n'y a pas certains cas où des femmes refusent de parler souvent des violences dont elles sont victimes? Oui, il y a beaucoup de femmes qui refusent d'en parler. Pour ma part, je pense que c'est parce que elles sont en face d'elles, les personnes qui ne les comprennent pas, et qui leur rejettent systématiquement la faute. On n'a pas d'oreille pour elles. Donc, elles se sentent humiliées. C'est déjà humiliant de se faire d'avoir été violée, d'avoir subi tous ces services. Et en face, quand tu vas vers une personne qui ne te croit pas, ou qui dit que de manière générale, on dit, quand c'est une femme qui a été violée, on entend dire, mais pourquoi elle s'est habillée comme ça? Oui. Pourquoi elle est passée par là? Elle ment pour se faire voir. Bon. On n'a pas, les personnes même qui devraient avoir de l'écoute, qui devraient être là pour vous écouter, disent, c'est toi qui as cherché, qu'est-ce que tu allais faire dans sa chambre? Donc, tout ça fait que la victime, la survivante, n'a pas le courage de s'ouvrir. Et elle en souffre intérieurement. Et comme Mme Gadou l'a dit, ça rentre dans le cadre des souffrances psychologiques. D'accord. Alors, parlons maintenant des causes de ces violences. Les causes sont multiples. Mais la principale cause est liée à ce que je viens de dire. La principale cause est liée à la société elle-même qui ne prend pas trop, je vais dire, peut-être ce n'est pas le mot qu'il faut dire ici, ne prend pas trop au sérieux ce phénomène de violence sur les personnes les plus vulnérables, que sont souvent les femmes et les enfants. Maintenant, il y a d'autres causes, d'autres facteurs favorisants. Sur le plan individuel,
il y a déjà l'ignorance de la personne. La personne ne sait pas qu'elle peut aller se plaindre du fait qu'elle a été violentée. Il y a le jeune âge de la personne. Il y a la consommation des drogues. Il y a le fait d'avoir été soi-même victime des violences quand on était jeune. Il y a l'ignorance des conséquences que ça aura sur soi-même qui avons été violentés. Maintenant, il y a d'autres facteurs tels que les facteurs relationnels. Il y a le milieu dans lequel on a grandi. Il y a le divorce des parents qui expose les enfants. Il y a des facteurs communautaires, notamment la pauvreté, le manque d'emploi, l'absence de soutien, la négligence des parents, les croyances religieuses. Au niveau même de la religion, souvent on demande à la victime de laisser tomber. Et quand j'ai comme ça une histoire que je vais vous raconter. Allez-y. Voilà, dans un commissariat, il y a un musulman, je ne sais pas pour jeter la pierre à qui que ce soit ici, qui a été pris en flagrant délit de viol. Donc on l'a attrapé et on l'a jeté on l'a mis au commissariat. Donc la communauté musulmane est venue demander au commissariat tant qu'on ne le libère pas, le liman ne quitte pas là. Donc le monsieur a été finalement libéré. Donc vous voyez que c'est des pratiques qui font que les victimes n'ont même pas le courage d'aller, parce qu'après on va libérer la personne. Oui. Voilà, donc il y a toutes ces conséquences qui font que sur le plan sanitaire, les facteurs, quelqu'un qui a été victime d'une violence peut être handicapé, peut handicapé, c'est-à-dire handicap physique vraiment sévère, la cécité. Si on a tapé dans les yeux, si c'est un viol sexuel, on a fait un déhanchement. Vous voyez que vraiment toutes ces choses ne concourent pas au bien de ceux qui subissent ces choses. C'est ça. Voilà. En gros, voilà pour ce qui est. Voilà, donc, pour parler des causes, avec docteur Madame Amani. Oui, allez-y, Madame, Madame Zamblé. Je peux aussi emboîter les pas au docteur pour ajouter aussi certains facteurs institutionnels. Il y a l'impunité de ceux qui commettent les actes de violence. Parce qu'on a constaté qu'il y a certains actes, souvent, qui ne sont pas prévus par la loi. Et donc, le juge, peut-être, quand on signale, est obligé peut-être d'essayer de combler ce vide juridique. Il y a aussi l'inexistence d'appareils judiciaires dans certaines zones. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, le nombre de sections est limité. Et donc, il y a des zones qui ne sont pas couvertes. S'il faut aller porter plainte, payer transport, peut-être 5 000 francs, 10 000 francs, pour aller porter plainte, ça devient encore un problème pour la victime. Il y a également le manque et le mauvais fonctionnement de certains, excusez-moi le terme, mais de certains tribunaux. Mauvaise application des lois de protection, mauvais traitement des plaintes et des plaignantes. Le docteur l'a si bien dit, quand une personne qui est victime déjà, qui est affectée, qui est encore dans une situation de vulnérabilité, sous le choc, va se plaindre ou s'adresser à quelqu'un et qu'on lui rejette la faute, alors que déjà elle-même elle se culpabilise. Mais quand on dit, mais toi-même, regarde ton accoutrement, mais on n'est pas étonné que tu te fasses violer, regarde comment tu es habillé. Et donc la personne déjà... Elle se sent coupable, pourtant elle est victime. Tout à fait. Donc il y a beaucoup d'autres facteurs, il y a les facteurs sociaux également, il y a la crise. Nous avons constaté en Côte d'Ivoire que pendant la crise, il y a eu des déplacements de personnes, il y a eu, comme on appelle ça, l'absence de certains appareils judiciaires. Et donc, du coup, il y avait vraiment une prolifération de violences en général, mais de violences basées sur le genre. Parce que très souvent, c'est sur les personnes vulnérables qu'on le fait, les filles et les femmes. Il y a également les catastrophes naturelles, inondations, tremblements de terre et autres. Et c'est pendant ces moments-là que d'autres personnes de mauvaises intentions profitent
pour commettre ces actes de malsains. Et toujours, nous parlons donc des causes. Hein. Mais on va aborder également, si vous avez fini, parler des conséquences. Parce que, oui, allez-y, finissez. On va parler des conséquences aussi. Pour compléter sur ce que le docteur a dit, les facteurs sanitaires, on a constaté, et c'est un constat personnel, mais je dirais aussi général, c'est que les personnes qui ont un handicap physique, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu déréglé mentalement, lorsque un individu mal intentionné a un besoin sexuel ou un besoin quelconque et qu'il n'a pas de victime sur place, mais les premières victimes, ce sont les personnes qui sont mentalement déréglées. Parce qu'elles sont sans défense, elles sont même sans réelle conscience. Du coup, elles sont les premières victimes. Nous avons également les handicaps physiques, des personnes qui sont handicapées, qui ne peuvent pas marcher, ou qui sont unijambistes, ou bien qui ont du mal même à se déplacer, ou bien qui sont paralysés. Ces personnes sont également d'une vulnérabilité plus. Donc ceux qui sont les auteurs trouvent que ce sont des victimes plus faciles et plus simples à pouvoir aborder. Nous avons également les personnes qui sont d'un handicap sensoriel. Les sourds-muets, par exemple, ils ne peuvent pas donner leur avis, leur consentement de manière verbale et autre. Et très souvent, ce sont les personnes qui sont victimes des violences. Nous avons également des gens qui ont l'handicap sensoriel, il y a la surdité. Quelqu'un qui n'entend pas bien, tu lui parles avec des gestes. Donc, si elle te fait un retour, que ce soit un non ou bien un oui, du moment où elle n'entend pas ce que tu dis, donc, pour toi, c'est déjà une proie facile. Oui. Donc, c'est ce que je voulais ajouter vraiment à la suite du docteur. Voilà. D'accord. Alors, des violences donc basées sur le genre, on parle de cela et cette campagne qui est menée. Alors, il y a des conséquences lorsque toutes ces violences sont faites aux femmes. On va en parler maintenant. Voilà, avec Madame Amani. Voilà, toujours ces violences qu'on a parlé tout à l'heure des causes. On parle maintenant des conséquences. Oui. Oui. En plus des causes, nous avons évidemment les conséquences. Ça va ensemble. Donc, les violences constituent une atteinte aux droits fondamentaux des femmes et des enfants. C'est un problème à l'exercice de leur liberté. La violence même a été considérée par l'OMS comme un véritable problème de santé publique. La violence à l'égard des femmes a de multiples conséquences sur la santé physique et peut nuire à la santé de la reproduction. Donc je vais citer comme ça quelques conséquences. Nous connaissons déjà tous. La première des conséquences, c'est les infections, notamment les infections aux IST, les infections sexuellement transmissibles, et au VIH-Sida. Autre, les handicaps ou infirmités. Ensuite, les grossesses non désirées et précoces, des fractures et des douleurs, le manque d'appétit, la stérilité. Si pendant ces gestes, on a mis à mal vos organes génitaux, du coup, vous devenez stérile. Les troubles de l'appareil génital, l'hémorragie importante, les infections aiguës et même mortelles, si vous n'êtes pas pris en charge assez rapidement, les règles douloureuses, les avortements spontanés dus aux infections urinaires chroniques que la patiente contacte par après, les accouchements difficiles, les déchirures et même la mort. Voilà. D'accord, donc voici... Ça, c'est des conséquences sur le plan purement médical. D'accord. Madame Ouattara va vous parler des autres types de conséquences. Allons-y, Madame Ouattara. Ok. En plus des conséquences sur le plan médical, il y a des conséquences sur le plan psychologique. Sur le plan psychologique, nous avons des troubles de mémoire. La survivante
on peut le dire, c'est délibéré, mais carrément de tout de mémoire suite à l'acte ou bien à l'agression qu'elle vient de subir. Elle a aussi des manières de réagir de manière automatique. Elle est toujours sur la défensive. Voilà, par rapport au préjudice subi. Elle a aussi peur de contracter une grossesse ou bien des maladies. La colère, parce qu'elle est en colère contre elle-même, comme on le dit le plus souvent. Ses suivantes, ses victimes-là, ont tendance à se culpabiliser d'abord. Elle s'en veut. Voilà, elle s'en veut. Et à tout moment, elle est toujours en train de pleurer. Voilà. Les agitations, elle est toujours sous tension. Voilà. Et il y a aussi certaines victimes qui réagissent d'une manière où elles se vraiment rafferment. Elles se retirent carrément des autres, elles s'isolent. Il y a aussi ça. Et aussi des troubles de sommeil qui sont très très importants. Là, ça peut même aussi pousser certaines victimes au suicide. Au suicide, dans l'angoisse, à la perte de l'appétit. Oui. Et à l'abandon pour ceux qui vont encore à l'école, de quitter carrément le système scolaire. Donc, l'ensemble des soutiens psychosociaux entraîne un traumatisme qui est très très important. Rapprochez un peu, voilà. Voilà, comme ça on va vous attendre mieux. Allez-y. C'est bon? Ça va. D'accord. Au-delà des conséquences psychologiques, nous avons aussi les conséquences très très importantes, qui est l'isolement, comme je le disais, la faible estime de soi, parce que la personne n'a plus confiance en elle. Oui. Voilà, la phobie, elle a tendance à avoir peur, de commencer à être dépressif. Aussi, nous avons aussi des tendances à mettre fin à des émotions, à tout garder pour soi. Elle n'est plus extravertie, elle devient introvertie, tendance à se cacher. Les dysfonctionnements sexuels tels que le vaginisme, ce sont des contractions douloureuses des muqueuses du vagin, gênant parfois des rapports sexuels. Et aussi, il y a la frigidité. Il y a des femmes en griffe. Je vais taire quand même la situation. Suite à la crise post-électorale en 2010, ont été victimes de viols. Et elles ont développé un certain nombre de conséquences parce que suite aux différentes agressions sexuelles qu'elles ont subies, non seulement on n'a pas dénoncé, deux, la femme et son mari ont commencé à avoir des difficultés à tel point qu'elle ne voulait plus avoir de rapport sexuel avec son mari. Et toujours étant donné, on parlait toujours des facteurs qui favorisent la communauté, la société, elle a refusé d'en parler. Et finalement, le monsieur a dû se séparer d'elle. C'est après les différentes activités menées sur le terrain, le coup actif, que nous avons constaté que la femme a été victime de viol. C'est pour ça qu'elle a développé ce genre d'attitude. Je dis que ce sont des éléments très importants à prendre en ligne de compte. Il y a aussi certaines personnes qui développent la nymphomanie. On a tendance à croire qu'elle aime trop le sexe. En réalité, c'est une manière pour elle aussi de réagir face à ça. Donc, c'est l'une des conséquences aussi les plus néfastes sur la personne, la victime. Nous avons les conséquences sur le plan social. Le rejet de la victime par la famille, la communauté dans laquelle elle est. Il y a une discrimination sociale parce qu'elle est stigmatisée dans la société. Comme on le disait tout à l'heure, on se dit que c'est de sa faute. Et les femmes victimes de viol dans la société sont caricaturées, elles sont mises à l'écart. Elles n'ont plus la chance d'avoir des maris. C'est vraiment tout un panoplie de tout ce qui est négatif. Voilà. Les conséquences sur le plan économique, c'est qu'elle étant mise en isolation, elle n'a plus les moyens économiques de pouvoir relever les défis que lui comme la vie. Donc sur le plan, au niveau des frais de justice, même si on dit qu'elle doit pouvoir mettre en place un système par rapport à la prise juridictionnelle, il faut qu'elle ait les moyens. Et ça aussi, c'est encore un autre volet. Il faut aussi qu'elle arrive à se relever, à prendre soin d'elle-même, à prendre soin de sa famille et de ses enfants. Là aussi, il y a des conséquences sociales. Puis elle est mise à l'écart. Voilà, c'est un peu là les différents points que je souhaiterais en tout cas affirmer. D'accord. Oui, Madame Zamblé, toujours au plan juridique, il y a d'autres informations à nous donner. Ok. Je voudrais parler des incidences même. Il y a le docteur Amani qui a parlé des conséquences médicales. Il y a Malamita qui a parlé des conséquences psychologiques et sociales. Mais il faut dire que toutes ces conséquences-là engendrent des coûts. Et donc, je vais parler un peu des incidences économiques, mais aussi sur le plan juridique, il y a aussi des incidences. Oui. Et donc, au-delà de toutes ces souffrances inhumaines dont elles ont parlé, il y a beaucoup de dépenses qui sont engendrées. D'abord, au niveau de la santé.
une personne qui est atteinte d'une incapacité totale ou partielle, c'est-à-dire à la suite des violences, ça peut être des coups et blessures, comme j'ai cité tantôt, ça peut être le viol, la victime doit aller à l'hôpital pour se faire soigner. Et donc, cela va nécessiter des coûts d'hospitalisation, coûts d'ordonnance, les frais médicaux en général. Mais sans oublier les frais de transport que la victime et celui ou celle qui l'accompagne à l'hôpital. Parce que souvent, quand elles sont atteintes d'une infirmité totale ou partielle, elles ne peuvent pas se déplacer toutes seules. Quand elles sont vraiment très, très touchées, très affaiblies, elles ne peuvent pas aller toutes seules. Donc, il faut quelqu'un pour les accompagner. Oui. Et le transport. Et les visites peuvent ne pas être seulement uniques. Il peut y avoir une visite, une contre-visite, une révision et autres. Et donc, les frais sont, je dirais même, indénombrables. On ne peut pas dénombrer les frais. Oui. Il y a aussi les frais liés à la justice. La personne a été victime. Elle souffre moralement, physiquement. Elle veut restaurer ses droits. Ses droits ont été également violés. Parce qu'elle a droit à la liberté, elle a droit à l'intégrité physique. Mais tout ça a été violé. Elle veut restaurer ses droits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester à justice. Il faut aller convoquer l'auteur. Et ça encore, il y a les frais, il y a le déplacement. Et ça peut également s'étendre sur une durée bien donnée. Et cela a des incidences sur son activité. Si c'est une personne qui travaille, elle va devoir s'absenter pour aller à l'hôpital. Elle va s'absenter pour aller au tribunal ou bien au commissariat d'abord, ensuite aller au tribunal. Les différents procès qu'elle doit suivre pour être sûre vraiment de gagner le procès et de mettre le bourreau en prison. Mais au-delà de tout ça, même si elle ne va pas au tribunal, même si elle décide de ne pas rester en justice, mais le fait qu'elle se déplace, elle laisse ses activités. Si c'est une activité commerciale, du coup, tout ce qu'elle a comme bénéfice, qu'elle devait avoir comme bénéfice, tout cela est avorté. Donc il y a l'arrêt de travail, la baisse de productivité. Quelqu'un qui est malade, qui est atteint d'une infirmité ou qui a une douleur psychologique, physique ou mentale, cette personne ne peut pas produire comme elle produisait au départ. Que ce soit pour son activité personnelle, que ce soit dans son milieu de travail, que ce soit même dans son champ, la personne ne peut plus produire comme elle le faisait auparavant. Et donc, il y a beaucoup d'autres conséquences. Elle a parlé tantôt de la déperdition scolaire. Un enfant qui est victime de violence ou qui est témoin même d'une violence, cet enfant a déjà des conséquences psychologiques, ne peut pas aller s'asseoir dans une salle de classe pour écouter son professeur ou son maître. Pendant que le maître, même s'il est assis, pendant que le maître est en train de dispenser le cours, lui ne fait que se rappeler le flashback, c'est-à-dire toutes les douleurs qu'on a subies. Il y a un rappel de ces douleurs-là. Donc, du coup, tu ne peux pas suivre. Et il fuit l'école, ils font l'école buissonnière, comme on le dit. Un enfant qui est l'avenir de demain, tu investis sur cet enfant, il ne va pas à l'école. L'investissement sera nul. Oui. Et donc, pour dire que quand on analyse les coûts, on n'a pas une idée nette de ce que ça peut produire. Ça peut aller au-delà même de notre entendement. Et donc, associer à cela les différentes conséquences qu'on vient de citer, oui. Il faut vraiment dire que les violences basées sur le genre ou les violences faites aux femmes et aux filles ont des conséquences très graves, très très graves, qui vont jusqu'à l'incidence financière et qui touchent le secteur public. Un fonctionnaire qui est victime, du coup, l'État perd un vaillant employé. Ou même si c'est son enfant qui est victime, il doit l'accompagner, il doit suivre cet enfant. C'est aussi une perte au niveau de l'État. Dans le secteur privé, c'est la même chose. Un employé qui est victime, qui souffre, qui ne vient pas au travail ou qui a une baisse de productivité, ça va jouer sur le rendement même de la structure, de l'industrie, de la société. Sur le plan associatif également, au niveau communautaire, un membre affluent de la communauté qui aide au développement communautaire, qui est atteint ou qui est en train d'assister un de ses proches atteint, c'est un manque à gagner. Sur le plan individuel, la personne qui est victime, c'est vraiment une perte et un retard que la personne va accuser dans son développement
dans le développement de ses activités, mais aussi dans son épanouissement et dans son évolution politique. Donc, c'est tous ces aspects-là mis ensemble qui font que vraiment, nous sommes aujourd'hui en train de faire cette émission pour appeler l'attention de tout le monde entier, mais également attirer l'attention des uns et des autres, de sorte que nous soyons tous sensibilisés, parce que nous sommes tous des victimes en suicide. C'est ça. Nous sommes tous, excusez-moi si je reviens là-dessus, mais il y a des enfants qui sont victimes. Donc, pour dire que nous devons tous être prudents et, main dans la main, lutter pour que le nombre de victimes se réduise et pour radier même cela sur le plan mondial pour que tout le monde soit épanoui. D'accord. Voilà, avec Madame docteur Amani, vous êtes la présidente de l'ONG AGED pour agir pour l'égalité, l'équité et le développement durable. 2 ans d'existence, vous l'avez dit. Alors, est-ce qu'il y a des solutions pour pallier à cette éventualité, à cette situation qui dégrade la femme? Qu'est-ce que vous faites au niveau de votre ONG? Au niveau de l'ONG, pour l'instant, ce que nous faisons, c'est surtout l'écoute. Nous essayons, parce que c'est important, comme j'ai dit tantôt, quand on est rejeté carrément, alors qu'on vient de subir cet acte ignoble, on se renferme et c'est comme si le monde s'écroule autour de soi. Donc, et malheureusement, également, au niveau de l'ONG, les victimes ne viennent pas en même temps. C'est-à-dire, parce que pour être aidé sur le plan médical, par exemple, il faut venir dans les tout premières heures pour que la prise en charge soit aisée et qu'on vous mette à l'abri des IST et du VIH. Souvent, c'est lors d'une réunion comme ça à l'ONG, une femme après peut t'appeler de côté et dire « Ah, j'ai subi tel », peut-être même qu'il y a des années de cela. Donc, ce sera une éducation de la population à comprendre qu'il serait mieux, après, si tu as subi ce genre de choses, que tu te rendes rapidement à l'hôpital pour qu'on te prenne en charge. D'accord. Voilà. Pour l'instant, c'est important. C'est déjà important d'écouter et puis voilà, essayer d'orienter cette action pour aider ces femmes. Alors, Madame Zamblé, Madame Tro, vous, au niveau de l'ONG Care International, quelle solution pour cette situation de violence faite aux femmes? Est-ce que aujourd'hui déjà il y a la sensibilisation, c'est vrai sur le terrain vous êtes déjà là, mais est-ce qu'il y a des solutions, on va dire idoines pour en tout cas permettre à la société d'éviter à la femme des violences? Oui, merci beaucoup. Effectivement, il y a des solutions. Et parmi ces solutions, il y a la prévention. Après la prévention, en cas, lorsqu'une personne est victime de viol ou d'agression physique, il y a les différentes prises en charge. Donc la première prise en charge, c'est la prise en charge psychosociale dont Mme Dr Monier parlait tout à l'heure, qui est très importante et qui est capitale. Mais comme on le dit, lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui est victime d'agression ou de viol, de n'importe quel type de violence, il est impératif que dans les 72 heures qui suivent l'acte, il faut conduire la personne dans un centre de santé. Dans les 72 heures qui suivent. Ouais. Très, très capital. Pour que la personne puisse avoir les soins qu'il faut. Et après les différentes prises en charge au niveau médical, il y a aussi l'étape de la prise en charge psychosociale. Et cette prise en charge-là prend en compte le conseil, c'est-à-dire l'écoute active, l'enquête sociale, et le suivi psychosocial, et le soutien psychologique. Le soutien psychologique est très important, qui nous permet de suivre la victime jusqu'à ce qu'elle puisse être rétablie, qu'elle puisse aussi réapprendre à vivre, à avoir le goût de la vie, que la personne aussi puisse avoir l'estime de soi qui avait disparu suite aux différents événements, aux différentes actions subies. Et au niveau des différents prises en charge, les prises en charge, oui. Vous allez, voilà. Oui, Madame Amani. Oui, pour la prise en charge médicale, je vais juste dire qu'on demande aux victimes de se présenter dans les 72 heures. Oui, mais excusez-moi, les victimes se présentent où?
À l'hôpital. À l'hôpital. D'accord. D'abord à l'hôpital, ensuite dans un commissariat et qui va aller avec le processus jusqu'au tribunal s'il est nécessaire de le faire. D'accord. Mais la première chose, c'est d'aller à l'hôpital. Parce que, par exemple, le virus du VIH, dans les 72, même si vous avez été en contact avec la personne infectée, on peut vous aider, on peut vous mettre sous traitement rapidement pour que le virus ne progresse pas dans votre corps, voire même l'annuler. Alors que si vous allez après, vous serez sûrement... oui, d'accord. Vous allez répondre ça parce que c'est important. Cette information, tout le monde ne l'a pas. Si vous avez été victime d'agression, de viol, alors dans les 72 heures, il faut, bien avant cela, il faut donc se déclarer. Et puis, on peut faire quelque chose si vous êtes en contact avec le VIH-Sida. Oui. On peut, et notamment également pour ce qui est de la grossesse. Si vous allez à l'hôpital, à l'instant T, le médecin va durant son interrogatoire, va constater que vous êtes situé à telle ou à telle période par rapport à votre cycle. Donc, il vous aidera sûrement à éviter une grossesse qui devait prendre forme si vous aviez attendu 72 heures et plus pour venir vous rendre à l'hôpital. D'accord. À côté... Oui, allez-y. Oui, à côté de cela, il y a le fait qu'il faut savoir que quand on a été victime de viol, il faut aller... Il n'y a pas que le médecin, l'infirmière également, ou l'infirmier, ou même la sage-femme peut vous consulter. D'accord. Donc, si vous allez, il n'y a pas de médecin, allez voir quelqu'un qui travaille à l'hôpital, notamment l'infirmier ou la sage-femme. D'accord. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne les solutions pour aider les victimes de violences. Oui, Madame Zamblé, rapidement. Rapidement, je voudrais parler de la prise en charge juridique et judiciaire, qui sont les structures d'assistance juridique que sont, normalement, lorsqu'il y a une victime, la victime peut aller porter plainte. Allez-y. La victime peut aller porter plainte soit au commissariat ou à la gendarmerie, soit au tribunal, saisir le juge ou bien le procureur de la République. La prise en charge juridique, ça consiste à quoi faire? Elle consiste à apporter seulement des informations et à la suivante. Lui dire quels sont ses droits en la matière, comment est-ce qu'elle doit quelle est la procédure à suivre pour pouvoir convoquer la victime. Et la prise en charge judiciaire, ça consiste à assister la personne, la suivante, à saisir, c'est-à-dire l'accompagner à chaque étape pour qu'elle puisse atteindre, elle puisse avoir une solution. Et les structures qui sont compétentes en la matière, nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire l'association des femmes juristes de la Côte d'Ivoire qui sont implantées dans certains secteurs, et au niveau de la NAWA, elles sont installées à San Pedro, mais il y a aussi le centre social qui regorge toutes ces instances-là qui peuvent également donner des conseils aux différentes survivantes sur le plan juridique et aussi sur le plan, même sur le plan médical, et l'accompagner vers les différents services conseillés. D'accord. Voilà, Madame Tro, ça va, vous avez fini? Allez-y rapidement, puisque le temps, nous sommes pratiquement au temps. Oui. Je pense que déjà, j'ai dit l'essentiel. D'accord. Okay. Madame Tro, vous voudrez ajouter quelque chose? Oui, pour ce qui est de la dernière étape pour la prise en charge, la prise en charge socio-économique et réintégration, qui consiste à permettre à la survivante de réintégrer la cellule familiale à travers des négociations, et puis à l'aide aussi qu'on peut lui apporter sur le plan éducatif, sur le plan logement. Et si la personne avait perdu son emploi, lui permettre de reprendre possession de son emploi. Et si possible, permettre à cette dernière d'avoir une activité régénérative de revenus pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Voilà. Le plus souvent, lorsqu'on apporte des assistances comme ça à ces personnes, on les intègre au sein d'un groupe pour ne pas qu'elles soient stigmatisées, pour dire non, ce sont des femmes victimes de violences basées sur le genre. D'accord. Madame Zamblé. Oui, juste un dernier mot pour dire que cependant, toutes ces démarches de prise en charge doivent se faire de manière discrète et prudente
pour ne pas mettre à mal la sécurité et la vie de la victime, de sa famille et de sa communauté. Voilà. D'accord. Voilà, je pense que nous avons fait le tour. S'il y a d'autres choses à ajouter rapidement pour le faire, Madame Amani. Oui, tout simplement, dis déjà merci aux autorités ivoiriennes parce que au niveau de la prise en charge des violences basées sur le genre, il y a déjà le fait que le certificat médical est gratuit et que également les premiers soins sont administrés. Mais ce que nous souhaiterions, c'est que le malade soit suivi. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas juste aux premiers soins, parce que comme Mme Gadou l'a dit, chaque jour, il faut se lever, aller à l'hôpital pour soigner le préjudice qu'on a subi. Si c'est que les premiers soins, le reste, ça devient lourd pour la victime. Donc, si au niveau des hôpitaux, on pouvait mettre en place une prise en charge jusqu'à la fin du traitement, ce serait beaucoup plus intéressant. Merci beaucoup à vous, mesdames. Alors, Madame Zamblé, Madame Tro, un message à l'endroit de toutes ces femmes, certainement, qui sont victimes, mais qui sont encore rétractées chez elles, qui ont peur de venir se déclarer. Rapidement, un message, et on va terminer. Madame Tro, Madame Zamblé, d'accord. Voilà. Okay. Le seul message qu'on peut passer, c'est ensemble disons non au silence et dénonçons tout type de violence que nous subissons en tant que femmes, en tant que mères, en tant que filles. C'est ensemble que nous allons tous développer ce pays et c'est ensemble que nous allons tous dire non et stop aux violences faites aux femmes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames. Amis auditeurs, mesdames et messieurs, nous recevions donc Madame Zamblé Né Gadou Léopoldine, chef de projet Accueil International. Également, Madame Amani Né Wembou Angéline, présidente de l'ONG AGED, Agir pour l'égalité, l'équité et le développement durable. Je rappelle que cette ONG a 2 ans d'existence et a bientôt un programme pour, bien sûr, le genre. Elle est également docteur en pharmacie, titulaire de la pharmacie de l'Immaculée, la pharmacie du marché, au marché de Soubré. Et nous avons échangé également avec Madame Tro Né Ouattara Malamita, superviseur des activistes terrain, genre, projet Women for Change, pour parler donc de la campagne contre les violences faites aux femmes qui a débuté depuis le 25 novembre dernier et prendra fin le 10 décembre 2018. Alors, comme ces braves femmes l'ont dit, il faudra pas garder le silence, il faut dénoncer pour que les femmes soient en tout cas en paix et que nous puissions avoir des femmes dynamiques pour l'avancement de la Côte d'Ivoire. Voilà, merci beaucoup à toutes ces femmes et puis on souhaite vraiment que cette Côte d'Ivoire se porte mieux, la région de la Nawa également, pour dire non aux violences faites aux femmes.